Choisir de gagner avec Marianne Paquette. Rapport sur l'étude des facteurs facilitant l'adoption de saines habitudes de vie et la pratique d'activités physiques et sportives par les jeunes ayant une limitation fonctionnelle. C'est le nom de cette étude menée dans le cadre du projet Choisir de gagner, une initiative du défi sportif Altergo. Romain Roult, vous en êtes l'un des chercheurs avec votre équipe de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour. Oui, bonjour. Quels étaient les objectifs de cette étude-là au départ? En fait, il y avait deux objectifs centraux de recherche qui étaient un peu de distinguer les facteurs déterminants environnementaux et parallèlement sociaux qui, dans un cadre scolaire, pouvaient inciter des jeunes, principalement préadolescents, adolescents, à adopter des saines habitudes de vie et surtout à faire différentes formes d'activités physiques et sportives, principalement encadrées, supervisées. Donc, on a vraiment regardé ça sous l'angle de ces deux objectifs, donc environnementaux et sociaux principalement. Et vous vous êtes promené partout au Québec? Ben, c'est ça, on a visé toutes les commissions scolaires, on les a incités à participer à l'étude. Finalement, 15 écoles dans 10 régions administratives différentes ont accepté de nous accueillir pour qu'on puisse faire nos différentes observations sur le terrain et nos entrevues, que ce soit avec des jeunes, mais également des intervenants, des directeurs d'écoles, ainsi que certains parents. On a beaucoup regardé des cas propres à des milieux urbains, mais également périurbains et dans certains cas vraiment régions éloignées. Et puis, vous avez visité davantage des écoles dites régulières ou plutôt spécialisées? On essaye d'avoir, je dirais, une part assez égale. Par contre, on a pu quand même finalement avoir des retours davantage au niveau des écoles régulières. Et puis en même temps, c'était intéressant parce que c'est une manière de voir dans un contexte qui n'est pas entièrement spécialisé, comment on essayait d'accueillir cette clientèle ou ces clientèles à besoins spécifiques. Alors pour nous, ça nous permettait encore une fois de mettre en avant des résultats qui étaient peut-être plus parlants ou en tout cas moins qu'on revoit un peu moins souvent dans la littérature existante sur le sujet. Romain Roult, à travers cette étude, vous avez eu l'occasion donc de visiter beaucoup d'écoles, de rencontrer beaucoup d'enfants. Parlez-nous de ces enfants-là qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Ils ont entre quel âge et quel âge? Quel est leur portrait? En fait, nous, notre échantillon a visé des jeunes entre 4 et 21 ans, mais c'est principalement quand même un échantillon qui était de préadolescents et d'adolescents. Au niveau de la littérature, on voit clairement que, au Québec, on parle environ de 37 000 jeunes, le nombre de personnes âgées de moins de 14 ans à avoir des incapacités physiques ou intellectuelles. On voit également que ce sont des jeunes qui présentent souvent des problèmes d'embonpoint ou d'obésité beaucoup plus conséquentes que des clientèles plus régulières ou dites valides. Parallèlement aussi, ce sont des clientèles, surtout dans des écoles régulières, qui ont de gros problèmes à s'intégrer dans les cours, ou bien entendu peuvent être dans des classes spécialisées. Mais quand on parle d'activités physiques et sportives, il y a une problématique particulière. Est-ce que ce sont des jeunes qu'on va pouvoir intégrer dans des pratiques, donc je dirais sportives dites régulières, ou est-ce qu'on les met à la marge? Si on les met à la marge, bien entendu, ça peut avoir des répercussions sociales, psychologiques sur le jeune, certaines formes d'exclusion. Quand on choisit de les intégrer, est-ce qu'on est capable de les intégrer complètement ou pas du tout? Donc il y a tout un questionnement qui est présent à ce titre, et que ce soit notre recherche, mais plus globalement le projet Choisir de gagner tente de mettre en avant pour conscientiser, je dirais, des acteurs scolaires, mais également publics, parapublics ou privés, de cette problématique qui est connue, mais qui n'est pas toujours très très bien prise en charge. Et on voit clairement que ce sont des jeunes qui ont d'importants besoins, puis que ce soit au niveau, des cours, mais également par rapport à des supports sociaux, supports familiaux aussi. Et on peut parler aussi de toute la question de l'environnement, de l'adaptation de l'environnement de pratique. Ça, c'est quelque chose de très important, un besoin essentiel pour ces populations. Oui, parlons-en parce que ça ressort beaucoup dans cette étude, l'environnement de ces jeunes-là, c'est-à-dire l'aménagement également. Est-il suffisant? Est-il adéquat? Quand on parle d'écoles spécialisées, on s'entend que ce sont des établissements qui ont pour mission première d'accueillir ces clientèles. Alors la plupart du temps, et notamment via les observations qu'on a pu mener, les aménagements sont adéquats. Après, c'est davantage au niveau des ressources, peut-être humaines, qui sont disponibles pour animer ces ateliers-là. Par contre, quand on traite des écoles régulières, là, il y a énormément de besoins ou de problématiques relatives à l'aménagement des gymnases, l'aménagement des différents plateaux sportifs intérieurs et extérieurs, et également tous les espaces que nous on qualifie de connexes, notamment les vestiaires ou les corridors, pour accéder à ces plateaux sportifs qui
qui sont souvent mal adaptés et qui deviennent des embûches, voire des obstacles majeurs pour ces clientèles. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent ces écoles-là ont potentiellement les moyens financiers pour aménager ces espaces-là, mais par un manque de connaissance des besoins, des attentes de ces clientèles, ne savent pas toujours quoi acheter ou quoi adapter pour finalement répondre aux besoins de ces clientèles qui, dans ces écoles régulières, ont souvent des déficiences spécifiques, mais on ne retrouve pas toujours le spectre de toutes les déficiences ou toutes les limitations physiques et intellectuelles qu'on peut retrouver dans des écoles spécialisées. Alors ça, c'était quelque chose qui est intéressant qu'on a pu soulever à travers notre étude. Donc, les milieux scolaires ou encore le personnel ne seraient pas suffisamment formés ou sensibilisés à cette réalité-là chez ces jeunes-là. Oui, tout à fait. La question de la formation, la question de connaître ces clientèles-là, de connaître leurs besoins en particulier au niveau de l'activité physique et sportive, c'est vraiment quelque chose d'important parce que globalement, les professeurs, les techniciens, les éducateurs également, les directeurs ont un besoin, en tout cas ont une motivation importante à chercher à intégrer ces jeunes. Par contre, donc vis-à-vis de groupes que je qualifie de réguliers ou valides, mais n'ont pas toujours les connaissances pour savoir de quelle manière ils peuvent les intégrer, de quelle manière aussi sensibiliser leur environnement, donc les parents de ces jeunes-là, à l'importance de faire du sport ou de l'activité physique, et également de sensibiliser le reste du groupe de jeunes valides aux besoins de ces clientèles spécifiques. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et en même temps, il y a beaucoup d'impacts positifs à l'adoption d'activités physiques chez ces jeunes-là qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Ah, tout à fait, c'est indéniable. Ces jeunes-là, en étant inclus dans ces cours ou dans ces activités physiques, leur sentiment de bien-être, leur estime de soi est bien entendu valorisé énormément. Le fait aussi de la capacité de nouer des interactions sociales avec d'autres jeunes, ça c'est également quelque chose qui est très ressenti, surtout à l'âge de l'adolescence, qui est une période charnière dans la vie. On voit aussi également la possibilité de se dépasser, de se fixer des objectifs que de prime abord ces jeunes n'avaient pas en tête ou ne pensaient pas atteindre. Il y a aussi toute la question aussi de l'apprentissage de nouvelles connaissances au niveau de l'activité physique et sportive. Et ça a des répercussions dans leur sphère, que je qualifie de scolaire, mais également dans leur sphère plus personnelle et le lien qu'ils peuvent tisser avec leur famille. Où on voit par exemple des jeunes qui vont participer à des activités physiques et sportives dans un cas scolaire et vont, en fonction des succès qu'ils vont rencontrer, vont souhaiter éventuellement faire de nouveau ces activités, mais dans un cadre extrascolaire et éventuellement avec leur famille. Ça, c'est quelque chose de très fort, de très symbolique dans les résultats qu'on a pu ressortir. Romain Roult, on a parlé de l'impact de l'environnement scolaire, un peu moins de la communauté locale. Elle a aussi des impacts sur l'intégration de ces jeunes-là. Ah, tout à fait. La famille, premier cercle de ces jeunes-là, c'est quelque chose de très important. On voit souvent dans des milieux plus défavorisés, avec moins de moyens financiers, que la question du sport est des fois un peu moins présente. Aussi, les moyens financiers peuvent avoir une répercussion sur la capacité de la famille à amener le jeune sur certains plateaux sportifs pour qu'il pratique son sport. Donc ça peut avoir des répercussions majeures. Donc si il y a des disponibilités, des aménités qui sont en place pour aider ces familles à amener ces jeunes à pratiquer. Parallèlement, tout un effort de sensibilisation de l'importance des saines habitudes de vie et du sport, ça c'est quelque chose de central. Également, quand on parle de communauté, c'est toute la question aussi des milieux de vie de ces jeunes, que ce soit le quartier, l'arrondissement ou des villages, par exemple. L'idée que ces jeunes-là sont présents, ont eux-mêmes des besoins, ont eux-mêmes des envies, que ce soit sur le plan sportif ou autre. Et à ce moment-ci, c'est de sensibiliser ces élus, ces acteurs du monde du loisir pour aider ces jeunes à pouvoir s'intégrer et à vivre comme les autres finalement. Et on fait comment pour les sensibiliser? Ça passe beaucoup par des logiques de partenariat qu'on voit globalement dans d'autres sphères du loisir ou du sport, par des efforts de sensibilisation où souvent l'école est au centre
de ces actions-là. C'est quand même le milieu de vie central de ces jeunes-là. Alors, l'école, à travers ces instances, puis différents acteurs du monde parapublic, comme par exemple les personnes du projet Choisir de gagner, ont un rôle finalement pour sensibiliser cette communauté-là. Donc ça peut passer par des séances d'information, mais ça peut aussi passer par ce que j'appelle des événements symboliques, c'est-à-dire des événements un peu plus grand public que l'on aménage, que l'on met en place dans ces communautés pour sensibiliser ces populations à la présence de ces jeunes, à la présence de ces familles et au fait que c'est pas parce que ces jeunes ont ces formes de handicap-là qu'ils ne peuvent pas pratiquer des activités physiques et sportives. Et ce qu'on a vu, ce qui est intéressant aussi dans le cadre de notre étude, c'est que il y a certains professeurs qui ont mis en place des activités de sport adaptées, mais en incluant non seulement les jeunes qui avaient des limitations fonctionnelles, mais également des jeunes sans limitation. Et on voit que ces jeunes sans limitation n'ont pas une baisse de leur plaisir à faire ces activités adaptées, voire même dans certains cas découvrent des nouvelles choses et sont stimulés à les pratiquer. Et donc ça, ces types d'événements-là ont une importance capitale parce que c'est une forme de sensibilisation de ces besoins et de ces préoccupations-là. Et on pourrait le faire à une plus grande échelle, donc à l'échelle d'une communauté, pas simplement à l'échelle d'une école. Et ça a un impact majeur pour créer de nouveaux types de partenariats, par exemple. On entend quoi par sport adapté? Ça peut être une activité qui est par exemple une activité de soccer avec un plus gros ballon. Ça peut être aussi une activité de basketball en fauteuil roulant. Ça peut être aussi une activité, je dirais, classique, mais avec des règles qui sont adaptées, c'est-à-dire que les lignes du terrain sont plus éloignées, que la durée de possession de balle est également plus longue. Donc ça peut être aussi au niveau de la réglementation que ça peut jouer. Romain Roult, y a-t-il une différence? Parce qu'il y a une étude qui est sortie récemment que j'avais eu la chance de lire sur l'adoption d'activités sportives chez les jeunes filles qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Donc, y a-t-il une nuance entre les jeunes garçons et les jeunes filles? Dans notre recherche, on n'a pas vraiment mis ça en lumière. C'était pas un objectif central. Mais si on se fie en effet à certaines des recherches, que ce soit au niveau des jeunes avec une limitation fonctionnelle, mais plus généralement des clientèles adolescentes, on voit clairement que quand on parle d'activités physiques et sportives, ce sont des clientèles avec des besoins et des attentes différentes. Souvent, les jeunes garçons, les adolescents ont un souci de pratiquer des sports dans un cadre très souvent compétitif, alors que la notion de plaisir, la notion de découverte, la notion d'interaction sociale pendant une pratique sportive est beaucoup plus importante pour, par exemple, les clientèles féminines. Et une différence en terminant avec les jeunes en région et ceux en milieu urbain? Le milieu urbain, il y a quand même des possibilités d'activités, il y a des plateaux sportifs qui sont adaptés, qui sont en plus grand nombre. Donc à partir du moment où une école ou une commission scolaire a le souhait d'impliquer ces jeunes à faire plus d'activités physiques, je dirais les possibilités sont beaucoup plus nombreuses. En région éloignée, les possibilités sont moins importantes. On l'a notamment mis ça en avant dans certaines communautés proches de la ville de Gatineau. Par contre, lorsqu'on est en présence que ce soit d'écoles spécialisées, mais également d'intervenants qui ont minimalement une formation par rapport à ces clientèles-là et qui ont aussi les moyens financiers, humains pour organiser des choses, il peut y avoir vraiment de très belles choses qui peuvent se faire, et notamment, on l'avait pas mis en lumière dans notre étude, mais dernièrement, la semaine dernière, il y a eu une belle activité de sport inclusif, de sensibilisation au sport inclusif à Bécomo, fait par notamment des intervenants du milieu qui interviennent auprès de ces clientèles, et ça a eu un franc succès. C'était chapeauté par Choisir de gagner, mais encore une fois, ce sont des activités qui obtiennent un succès parce que la communauté est présente, parce qu'il y a des partenariats qui sont déjà en place et qui sont supportés par des organismes comme Choisir de gagner, mais ça demande beaucoup de support et beaucoup d'aide ou en tout d'engagement, cas, d'engagement, mais des objectifs précis parce que c'est quand même quelque chose d'assez gros à organiser. Oui, on continuera à s'intéresser 2 fois par mois à des initiatives pour encourager, pour soutenir les jeunes qui vivent avec une limitation fonctionnelle à de meilleures habitudes de vie, à la sensibilisation aussi à l'activité sportive et physique. Romain Roult, vous êtes chercheur et professeur à l'Université du Québec à
Trois-Rivières. Oui, vous étiez là pour nous parler justement de cette étude des facteurs qui agissent sur les habitudes de ces jeunes-là. Merci beaucoup de votre participation. Ça fait plaisir. Merci à vous. Une présentation d'Altergo et de Canal M.